Bienvenue sur Décoder le monde. Plongez avec nous au cœur des bouleversements géopolitiques qui redessinent notre monde. Plus tôt cette semaine, j'ai eu l'opportunité de participer à l'émission de Piers Morgan, l'un des commentateurs politiques les plus influents du Royaume-Uni. Le sujet de notre discussion était la rencontre récente entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping à Pékin. Cette rencontre fut un événement majeur, marquant la première visite en Chine d'un Premier ministre indien en 7 ans. La raison principale de ce rapprochement inattendu était la décision de Donald Trump d'imposer un tarif douanier de 55% à l'Inde, l'un des plus élevés au monde, contre un pays pourtant censé être l'allié le plus proche des États-Unis en Asie. C'était ma deuxième apparition dans l'émission de Piers Morgan, et j'étais accompagné d'autres intervenants, dont Barkha Dutt, une journaliste indienne de premier plan, suivie par près de 7 millions de personnes sur Twitter. Le monde évolue à une vitesse que personne n'aurait pu imaginer, et une révélation majeure concernant les conséquences de ces changements se profile à l'horizon. Le grand défilé militaire chinois, organisé aujourd'hui, célébrait officiellement les 80 ans de la victoire du pays sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité, il s'agissait d'envoyer un message, et ce message n'était pas des plus subtils. C'était la première fois que le président chinois Xi Jinping, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine apparaissaient ensemble. Les dirigeants les plus influents du monde ont assisté à une démonstration militaire stupéfiante, incluant des missiles balistiques nucléaires, des armes laser, des drones sous-marins géants et des robots loups. En toute honnêteté, cela ressemblait probablement un peu plus à ce que le président Trump avait imaginé pour son propre défilé à Washington, D.C. plus tôt cette année. Le président américain, qui n'avait délibérément pas été invité, a semblé quelque peu vexé. « Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Poutine et Kim Jong-un », a-t-il écrit aux dirigeants chinois, tandis que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. Qu'il y ait conspiration ou non, la soi-disant alliance anti-OTAN veut faire savoir au monde occidental qu'elle est sérieuse. La présence de Modi à Pékin cette semaine est également perçue par beaucoup comme un autre signe que la guerre commerciale de Trump et sa nouvelle bromance avec l'OTAN ont rapproché les autres grandes puissances mondiales. On parle avec excitation d'une nouvelle guerre froide, d'un nouvel axe du mal et du déclin de la suprématie américaine. Mais il existe aussi un contre-argument qui affirme que le pouvoir de l'Amérique devrait se limiter à ses frontières et que ceux qui parlent d'axe du mal n'ont apporté que dette et guerre. Xi Jinping est-il donc le nouveau shérif de la police mondiale? Et si oui, à quel point devrions-nous nous inquiéter? Cyrus Janssen, vous avez passé beaucoup de temps en Chine. Vous êtes plutôt pro-chinois. Est-ce que la Chine perçoit ce qui se passe aux États-Unis avec ce que beaucoup considèrent comme une stratégie plutôt chaotique, faite de tarifs douaniers et autres mesures, comme une opportunité? Est-ce qu'ils voient une occasion à exploiter, l'Amérique semblant prête à endommager et à fracturer ses relations, même avec des voisins proches comme le Canada? Pierce, vous avez parfaitement raison. Le sentiment en Chine est qu'il y a une grande opportunité. Il y a même un surnom pour Trump en Chine, Tianghu, qui, de manière ironique, est perçu par le peuple chinois comme le bâtisseur de pays. Les Chinois ont le sentiment que Donald Trump, par ses tarifs et ses actions en tant que président, renforce leur nation. C'est très ironique. En ce moment même, la Chine célèbre les 80 ans de sa victoire sur le fascisme, et Donald Trump agit très clairement comme un dictateur fasciste dans la manière dont il gouverne les États-Unis d'Amérique. Il compromet de nombreux fondements de notre Constitution et fait beaucoup de choses qui vont simplement à l'encontre de ce que nous défendons aux États-Unis ou de ce que nous sommes censés défendre. La Chine y voit simplement une opportunité. Si vous parlez aux gens en Chine, ils vous diront que les Chinois sont toujours prêts à s'ouvrir aux affaires. Les entreprises américaines prospèrent en Chine depuis de nombreuses décennies. Il y a toujours des opportunités. Prenons l'exemple de l'Afrique. Si vous regardez le continent, 53 des 54 nations africaines ont prêté allégeance à la Chine lors d'un sommet précédent organisé par Xi Jinping plus tôt cette année. De manière générale,
et vous pouvez consulter plus de 300 sondages occidentaux, ils indiquent en fait que la Chine est très populaire parmi les populations africaines, car elle apporte des avantages réels et tangibles au continent, loin du passé colonial des États-Unis et de leurs alliés européens. Honnêtement, Donald Trump est très populaire en Chine, mais il l'est pour la raison que les Chinois estiment que la Chine se renforce grâce à lui. Prenons les sanctions contre l'industrie technologique, par exemple. Cela a poussé la Chine à devenir plus rapide, à devenir meilleure. Si vous mettez la Chine au pied du mur, elle ne va pas abandonner. Elle va innover pour se sortir de cette situation. C'est même ce que Donald Trump a dit. Nous ne pouvons plus taxer l'industrie des semi-conducteurs, car cela ne fera que motiver les Chinois à s'améliorer dans ce qu'ils font. C'est exactement pourquoi Donald Trump a ce surnom de bâtisseur de pays. Et oui, je dirais que les Chinois sont très optimistes quant à l'avenir. Et encore une fois, Donald Trump, Pierce, vous avez mis le doigt sur le problème. Regardez ce qu'il a fait à nos alliés traditionnels. Je suis aussi moitié canadien. Ma femme est de Vancouver, au Canada. Il est incroyable de voir comment il a détruit la relation géopolitique la plus importante pour les États-Unis, celle avec notre plus proche allié, le Canada. Mais les a-t-il détruites? Je vais me faire l'avocat du diable ici. Les a-t-il détruites ou fait-il ce que Donald Trump aime souvent faire, c'est-à-dire lancer des choses en l'air et voir ce qui retombe? Il a lancé une guerre tarifaire mondiale et un bon nombre de pays, y compris le mien, le Royaume-Uni, se sont rapidement pliés et paient maintenant beaucoup plus qu'avant l'arrivée de Trump au pouvoir pour son second mandat. Il y a donc une méthode à cette folie apparente. Il croit que les tarifs peuvent être utilisés comme un outil de négociation très efficace, et de nombreux pays sont prêts à s'y conformer. Le problème, je pense, qu'il pourrait rencontrer ici, c'est la partie indienne de cette équation. C'est la présence du Premier ministre indien, Narendra Modi, car cela fait suite à Donald Trump et, évidemment, à la guerre commerciale, le tarif de 55% sur l'Inde. Ce qui a surpris beaucoup de gens qui pensaient que l'Amérique s'entendait bien avec l'Inde et semblait maintenir cette relation éloignée de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Maintenant, soudainement, à travers cette attaque économique, si l'on peut dire, contre l'Inde, il semble que cela ait poussé l'Inde dans le giron de ce nouvel ordre mondial. Comment voyez-vous cela du point de vue de l'Inde? Pierce, je suis d'accord pour dire que le moment unipolaire est terminé. Mais je pense que Donald Trump n'a pas reçu le mémo. Il continue de se comporter comme s'il était le seigneur de guerre féodal du monde, qu'il peut agiter le doigt devant d'autres nations souveraines, leur dire de s'asseoir, de se lever, de faire des pompes, d'être sages, et s'ils ne le font pas, ils seront punis. Du point de vue indien, la décision de Trump d'imposer une pénalité de 25% supplémentaire à l'Inde pour l'achat de pétrole russe est fondamentalement perçue par les Indiens comme un affront à notre souveraineté. L'ambassadeur de l'Inde à Moscou a clairement indiqué que nous, en tant que pays, achèterons du pétrole là où nous obtiendrons la meilleure affaire. Pour couronner le tout, l'hypocrisie stupéfiante de l'Amérique est pleinement exposée. Permettez-moi de partager quelques données avec vous. Les Américains, et je ne sais pas combien d'Américains le savent, continuent d'importer des engrais, du palladium et de l'uranium de Russie. Entre janvier et mai, l'importation de palladium et d'uranium a respectivement augmenté de 37% et 28%. L'Union européenne achète du pétrole raffiné à l'Inde, que l'Inde achète brut à la Russie, puis raffine. Et l'Union européenne en achète pour près de 15 milliards de dollars d'importation de pétrole. Et devinez quoi? En plus de tout cela, l'Inde a également été le plus grand fournisseur de diesel à quel pays en juillet? À l'Ukraine. Je pense que ce que l'Inde essaie de dire à Trump avec ses images en Chine, c'est « Donald Trump, l'Inde a des options, et vous n'êtes plus et n'avez jamais été notre tyran de cour de récréation. » Cyrus, permettez-moi de revenir à vous. Au cœur de tout cela, vous avez les deux superpuissances. Vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez la Chine. Ce sont toutes deux d'immenses superpuissances. Historiquement, l'Amérique a été numéro 1.
Il est très discutable aujourd'hui que ce soit toujours le cas. Nous ne connaissons peut-être pas toute l'étendue du pouvoir de la Chine, mais vous connaissez bien la Chine. Quelle est, selon vous, la véritable aspiration de la Chine pour le monde? C'est une excellente question, Pierce. Et je pense que c'est très simple si l'on regarde comment la Chine s'est transformée au cours des 40 dernières années. N'oublions pas que plus de 800 millions de personnes en Chine sont sorties de la pauvreté pour rejoindre la classe moyenne. Je pense que lorsque vous allez en Chine et que vous y passez du temps, Pierce, vous le savez de première main. Vous avez réalisé un documentaire incroyable sur votre séjour à ce sujet. Je suis allé à Shanghai pendant 3 semaines et j'ai été stupéfait. C'était sans précédent. D'une certaine manière, je n'avais pas été aussi étonné avant d'aller à Riyad et de découvrir à quel point c'était différent de la perception préconçue que j'en avais. Mais oui, j'ai été stupéfait par la Chine en fait. Eh bien, laissez-moi le dire ainsi, j'ai été stupéfait par ce que j'ai trouvé à Shanghai. Mais ce qui est intéressant, vous savez, vous êtes allé à Shanghai, qui est la société la plus cosmopolite, la plus avancée et la plus moderne de Chine, la plus grande ville. Mais allez dans les villes de 5e ou 6e rang, allez dans les villages qui ont été transformés au cours des 20 dernières années. Vous pourrez constater des progrès continus dans toute la Chine, des grandes villes aux petites villes. Pierce, une étude du Harvard Business Review sur 10 ans a interrogé des citoyens chinois pour évaluer le niveau de soutien au gouvernement. Mais c'est dans ces zones rurales, ces villages, que l'on trouve le plus grand soutien au gouvernement chinois, car ils voient les résultats tangibles. Je pense que pour répondre au point clé de votre question, à savoir quelle est la vision de la Chine pour le monde, ce que la Chine veut accomplir, la première chose est de prendre soin de 1,4 milliard de personnes, tout comme l'Inde. La Chine est l'une des nations les plus peuplées du monde. Elle a une énorme responsabilité. Oui, il y a un ralentissement économique en ce moment, une crise immobilière. Ce ne sont pas toutes les roses en Chine. Mais ils apprennent à y faire face, ils s'adaptent. Ils changent de stratégie. Encore une fois, ils avancent. Les énergies renouvelables, des choses qui transforment complètement l'avenir de notre monde entier. Quand vous regardez le Sud global, c'est pourquoi l'organisation BRICS dans le Sud global est en plein essor en ce moment. Et pourquoi il y a tant d'élan dans ce mouvement. Parce que beaucoup de gens autour du monde, et encore une fois, vous devez vous éloigner de cette bulle médiatique occidentale et des gens qui veulent semer la peur au sujet de la Chine et vous prêcher que « Oh, la Chine veut, la Chine déteste l'Amérique, la Chine veut faire tomber l'Amérique ». Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les Chinois, quand vous y allez et que vous vous connectez avec eux, ils veulent faire des affaires avec l'Amérique. La Chine a toujours été ouverte aux entreprises américaines. Et le simple fait est que je pense que la Chine veut un monde multipolaire. Ils ne diront jamais « Eh, nous ne voulons pas que vous travailliez avec l'Amérique. Nous ne voulons pas que vous travailliez avec les États-Unis. » En réalité, la Chine a toujours été très reconnaissante envers l'Amérique. Ils ont reconnu « Eh, regardez, vous êtes une superpuissance. Nous sommes une superpuissance. Pourquoi ne pas, si vous êtes un pays en développement en Afrique, faire des affaires avec nous deux? Nous ne disons pas que vous devriez faire des affaires uniquement avec la Chine. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour les États-Unis, qui vont continuellement en Afrique et ne fournissent aucun investissement. Nous n'offrons aucun avantage tangible. Nous disons simplement que vous ne devriez pas faire des affaires avec la Chine parce qu'elle n'est pas une démocratie comme nous. Mais pourtant, regardez l'état de la démocratie aux États-Unis. La grande majorité des Américains ne seraient pas d'accord pour dire que nous sommes une démocratie en ce moment. Donc, encore une fois, il s'agit de se regarder dans le miroir et de voir comment nous pouvons nous améliorer. C'est ce que fait la Chine. Ils cherchent comment s'améliorer, comment progresser et comment prendre soin de leur société. Le contraste frappant entre les deux est que vous avez un gouvernement qui est tourné vers l'avenir et qui prend soin de sa société. Il y a eu tant de guerres, tant de conflits, tant de milliers de milliards de dollars américains qui ont été gaspillés pour le public américain. C'est le plus gros problème. Et donc, et encore une fois, ce que je vois en ce moment est un gros problème. Je suis un citoyen américain. Je suis un fier Américain. J'aime mon pays. Mais je nous vois isolés sur la scène mondiale à cause des actions de Donald Trump.
Et je n'ai jamais vu la réputation de l'Amérique dans le monde à son plus bas niveau actuel. Pierce, vous êtes européen. Vous comprenez cela. Allez en Europe. Quelle est la perception de l'Amérique en Europe en ce moment? Allez au Canada. Allez en Asie. Je voudrais laisser le mot de la fin à Barca, en tant que dernière intervenante de ce panel. La question est la suivante. Préféreriez-vous être ami avec l'Amérique ou la Chine? Je pense que l'Inde penchait très clairement vers les États-Unis d'Amérique, sans pour autant être un allié. Et c'est là que se serait trouvée l'affinité naturelle en raison d'un ensemble de valeurs démocratiques partagées, mais aussi parce que la mondialisation équivaut à l'occidentalisation pour de larges sections de l'élite ou de la classe moyenne indienne. Vous savez, j'ai moi-même étudié et grandi à New York, et il y a beaucoup de personnes comme moi. Mais cela dit, Pierce, malgré mon scepticisme à l'égard de la Chine, malgré mon affinité naturelle avec l'Amérique en tant qu'État-nation, je pense que mon sentiment de fierté et de respect de soi en tant qu'Indienne est offensé par tout pays et tout dirigeant qui s'arroge le droit de me dire, à moi et à mon pays, ce qu'il faut faire, comment nous comporter, et ainsi de suite. Et je pense que ce que les Américains ne comprennent pas de la réponse indienne est ceci. Pour nous, il ne s'agit pas de tarifs douaniers et de commerce. Et on peut avoir tout un débat à ce sujet. Pour nous, il s'agit de souveraineté. Nous nous remettons encore de notre histoire avec les Britanniques. Nous nous remettons encore de notre histoire avec l'Empire. Nous sommes une nouvelle nation qui a dû se battre pour notre autonomie, notre indépendance. Et je pense que pour l'Inde, il s'agit de cela. Je veux juste faire une dernière remarque rapide. Je ne sais pas, nous n'avons pas mentionné que les Américains prennent en fait une majoration de 10% sur les armes qu'ils vendent maintenant à l'Europe, qui sont ensuite envoyées en Ukraine. Donc pour Trump, tout est une question d'affaires. Ne faisons donc pas semblant que cela a beaucoup à voir avec la moralité et l'idéologie. Premier point. Deuxième point. À moins que Trump ne puisse conclure un accord avec les Chinois, et c'est possible, tout est possible. L'ancien calcul américain, selon lequel l'Inde allait d'une manière ou d'une autre être la force d'équilibre face à la montée en puissance de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Trump a remis en question et bouleversé les calculs américains à cet égard. Oublions ce que nous pensons, et quelqu'un doit réfléchir à savoir si c'est intelligent. Je tenais à conclure cette vidéo par le message final de Barca, car je le trouve particulièrement puissant et pertinent, au regard des changements mondiaux que nous observons aujourd'hui. Retenez bien ces paroles. L'Inde penchait vers les États-Unis en raison de valeurs démocratiques partagées. Mais l'attaque de Trump contre la souveraineté indienne fut une ligne rouge que le président américain n'aurait jamais dû franchir. J'avais déjà soulevé ce point plus tôt en expliquant à Pierce comment les Canadiens s'étaient retournés contre les États-Unis. Pierce, bien sûr, ne m'a pas cru, mais beaucoup de mes fidèles spectateurs savent que j'ai vécu au Canada pendant de nombreuses années, que je suis citoyen américain et canadien, et que je connais les faits de cette situation. Cette réunion à Pékin restera l'un des événements les plus importants de notre nouveau monde multipolaire. Et si le gouvernement américain était intelligent, il réfléchirait aux changements rapides qui se produisent et apprendrait que l'intimidation et l'agression envers les autres ne constitueront jamais une politique étrangère efficace. Notre prochaine vidéo proposera une analyse approfondie de la visite de Modi à Pékin et des raisons pour lesquelles 26 dirigeants mondiaux se sont rendus dans la capitale chinoise pour assister au défilé militaire.